Alors, je voulais aussi vous expliquer combien être à Lausanne revêt une symbolique particulière pour moi. En 2013, j'ai lu cet ouvrage qui s'appelle « Reconnaître le Caire », écrit par Marianne Modac et Jean-Claude Bonvin, que certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'ils sont d'ici, de Lausanne. Et cet ouvrage a été fondamental pour moi, puisque c'est avec lui et en lisant cet ouvrage que j'ai commencé en fait mon travail de thèse avec Pascal Molinier. Et c'est tout naturellement que Marianne Modac a été l'une de mes rapporteurs lors de mon travail de thèse en 2019. Donc je voulais la saluer aussi aujourd'hui. Alors vous l'avez compris, le témoignage que j'ai construit s'appuie sur mon travail de thèse, donc qui s'appelait « Caire et mixité dans l'éducation des jeunes enfants », avec un axe particulier, donc c'est le titre un petit peu que je vous propose aujourd'hui, « Sous les pavés, le Caire », point d'interrogation, et ce, en référence à une période socio-historique importante pour les crèches en France, j'y reviendrai. Alors, je vous laisse prendre connaissance du plan de mon exposé. Et donc, pour rester sur une logique de témoignage, j'ai choisi de démarrer par une présentation un peu chronologique qui reprend les grandes étapes d'un parcours professionnel atypique dans le champ de la petite enfance. J'essaie de rendre compte du comment la question de la place des hommes a évolué, du comment mon parcours professionnel et mon parcours universitaire ont fait avancer mon cheminement et ont ouvert des perspectives intéressantes. Alors, comment je suis arrivé dans la petite enfance ? Donc, au terme d'une scolarité classique, j'ai fait un baccalauréat B, alors série économique et sociale. J'ai écourté rapidement une première année de DUG. Donc, le DUG, administration économique et sociale, c'est la formation qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire. Je me suis inscrit en DUG de psychologie ensuite, dans une préparation préparation de concours carrière sociale. Et là encore, moi, j'étais plutôt intéressé par l'éducation spécialisée, mais en fait, il n'y avait pas de place, ça ne s'invente pas, il n'y avait pas de place, et donc je me suis retrouvé contraint de rentrer dans la préparation de concours éducateur de jeunes enfants. Alors c'est vrai qu'à l'époque j'avais 20 ans, ça ne faisait pas très sexy de se dire qu'on allait changer des couches. Et pourtant, j'ai réalisé dans le cadre de cette préparation concours un stage dans une association. Et donc dans cette association, il y avait un homme, donc c'était une rencontre, c'est souvent avec une rencontre qu'on crée aussi des vocations. Et donc, l'un des seuls hommes professionnels dans la région lyonnaise, je l'ai rencontré donc dans ce stage et on a beaucoup échangé sur justement la place des hommes dans une équipe féminine. Et à n'en pas douter, et je le remercie aujourd'hui, c'est certainement grâce à lui que j'ai trouvé finalement une vocation et un investissement possible dans le secteur de la petite enfance. Alors, à cette époque, la présence marginale d'hommes dans le secteur d'activité ont orienté mes questions de la manière suivante. Quelle éducation était proposée pour les filles et pour les garçons? Pour quel projet de société? Éduquer les jeunes enfants, était-ce vraiment un travail? Alors, je me situe en 1993, donc au siècle dernier, pour ne pas dire au millénaire dernier. Il faut savoir qu'en France, d'éminentes personnalités politiques disaient qu'ils n'avaient pas besoin de formation pour s'occuper des enfants. En Suisse aussi. Alors, donc, mes premiers questionnements durant la formation, donc, j'ai effectué ma formation d'éducateur de jeunes enfants entre 93 et 95 à Toulouse. J'ai eu la chance d'être dans une promotion composée de 50 femmes et de 5 hommes. Donc 5 hommes dans une promotion, ça fait 10%. C'était quand même assez exceptionnel pour l'époque et pour l'année en tout cas. Alors, c'est vrai qu'au début, les 5 hommes s'étaient mis au fond de l'amphithéâtre.
Et c'est vrai que nous étions derrière et nous ricanions, nous faisions des blagues, ce qui faisait bien rire tout le monde d'ailleurs. Et je pense que beaucoup de nos collègues femmes se disaient à l'époque, mais qu'est-ce qu'on fait ici en fait? C'est vrai que notre présence marginale dans cet univers interrogeait un peu tout le monde. Alors avec mes collègues masculins, nous nous sommes interrogés sur le faible nombre d'hommes dans la formation et également dans la profession, sur notre statut dit de minoritaire, alors minoritaire entre guillemets, hein, mais nous n'avions pas de modèle explicatif. Alors, à titre d'exemple, dans le cours de psychologie, discipline privilégiée dans la formation de JE, sur les 120 heures de psychologie, il y avait 100 heures consacrées à la relation mère-enfant. Bref, il nous manquait des bases conceptuelles pour y comprendre quelque chose. Alors, la légitimité de notre place dans la formation était régulièrement interrogée. Alors, à titre d'exemple, j'ai le souvenir assez vif où une enseignante nous avait interdit de chanter au cours de musique. Donc là, je suis très content qu'avec Claude, on ait pu chanter aujourd'hui, parce que, et ça aurait été intéressant qu'il y a 20 ans, vous puissiez être là, puisqu'on nous avait dit que nos voix masculines, jugées trop graves, trop fortes, là je cite exactement ce qu'elle disait, hein, et pouvaient effrayer les jeunes enfants. Bref, ça nous renvoyait à cet attribut masculin, a priori incompatible avec le contenu de ce cours, mais pouvions-nous nous interdire de chanter? Alors effectivement, moi je ne suis pas devenu chanteur, ni coach vocal hein, d'ailleurs. Toujours est-il qu'à la fois amusé et en colère, ce type de remarques venait confirmer mes interrogations sur ma place au sein de cette formation. Comme plusieurs de mes autres collègues masculins, j'avais éprouvé beaucoup de difficultés à m'intégrer dans cet environnement féminin, notamment pendant un de mes stages, premier stage, où j'ai dû quitter le stage au bout de 15 jours. Mais j'ai quand même persévéré, je n'ai pas abandonné, et mon stage à responsabilité éducative, stage de pré-professionnalisation, s'est déroulé dans un CHRS, donc Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc c'est un lieu qui accueille des femmes avec des problématiques sociales, familiales, des problématiques de violence. Et dans ces structures, l'homme est davantage associé à une figure négative, l'homme absent, l'homme violent. Et donc plusieurs autres questions avaient émergé à cette époque-là. Pouvait-on dissocier ce qui relevait de la profession d'éducateur et ce qui relevait de l'homme ou de la femme? La place de l'homme dans l'éducation des jeunes enfants ne pouvait-elle être légitime qu'en termes de suppléance ou de substitut? Et dans mon mémoire de professionnel de fin de formation, intitulé « L'éducateur de jeunes enfants hommes en centre maternel », j'avais étudié plusieurs facteurs socio-historiques et socio-culturels pouvant expliquer le faible nombre d'hommes dans la profession. Mais les modèles théoriques et les modèles pratiques disponibles à l'époque venaient à la fois alimenter mais aussi circonscrire l'éducation des jeunes enfants. Ces modèles apparaissaient davantage comme des dogmes que comme des constructions sociales ouvertes à de possibles transformations. Je suis donc resté attaché à l'idéologie de la complémentarité, aux femmes le lien naturel mère-enfant et aux hommes le lien symbolique. Donc ce sont des paradigmes théoriques d'orientation psychanalytique qui ont certes alimenté mon travail de réflexion sur le travail quotidien auprès des jeunes enfants, mais aussi donc ces orientations que j'ai cherché à remettre en question durant mon cursus universitaire en psychologie. Alors, j'ai ensuite, donc après cette formation, travaillé pendant 3 ans, donc entre 1996 et 1999, dans une crèche associative en tant qu'éducateur de jeunes enfants, qui avait un contexte particulier et unique en France, une crèche complètement mixte. Donc, je suis devenu éducateur de jeunes enfants dans un contexte mixte. Donc l'intégration du principe de mixité dans les statuts de l'association permettait d'affirmer solennellement que l'éducation des jeunes enfants n'était pas exclusivement l'affaire des femmes. Donc c'est une crèche que nous appellerons égale, issue du mouvement de mai 68. Il s'agissait de développer à l'époque un nouveau paradigme en éducation qui cherchait à remettre en question la pédagogie traditionnelle basée sur l'autorité et la hiérarchie,
incarné par l'ordre moral et hygiéniste. À l'époque, la sociologue Liane Moser parlait de révolution éducative. Alors, cette crèche et son projet pédagogique donnaient à voir une conception égalitaire des rapports entre les enfants, des rapports entre les parents et les professionnels. Et donc, l'ensemble des activités et des tâches, de l'entretien des locaux jusqu'à la gestion administrative, était réalisé par l'ensemble des salariés. Alors, je me suis posé à ce moment-là de nouvelles questions. Dans ce contexte, la mixité annoncée comme objectif pouvait-elle favoriser l'égalité? Donc cette mixité réelle suffisait-elle à instaurer des formes égalitaires entre les enfants ou entre les parents et les professionnels? Et finalement, la mixité était-elle une garantie pour une meilleure égalité? Donc cette expérience pratique en crèche dans une équipe mixte a donc nourri mon intérêt et ma motivation pour approfondir un sujet peu abordé, celui de la place des hommes dans le champ de la petite enfance et celui de la mixité en crèche. Donc la construction de mon objet de recherche est partie de l'hypothèse d'une représentation idéalisée d'une mixité expérimentée in vivo, fondée sur une complémentarité entre les sexes. Et donc, j'ai obtenu à 26 ans un poste de formateur dans un centre de formation de travailleurs sociaux, gravissant ce que certains sociologues ont appelé l'escalator de verre. Cette évolution devait sans doute être rassurante pour mes différents interlocuteurs et pour moi-même. Ce choix en rupture avec la pratique de terrain dans une crèche mixte m'inscrivait dans un double rapport de pouvoir, une position sociale de formateur, c'est-à-dire d'expertise, et ma place d'homme au sein d'une équipe à majorité féminine. Alors institutionnellement, le centre de formation dans lequel je travaillais s'est engagé dans un projet intitulé « Respect pour la diversité », qui cherchait à développer auprès des étudiants en formation initiale, mais aussi des professionnels en formation continue, des compétences d'intervention et d'accompagnement de toutes les formes de diversité, culturelle, sociale, handicap. Et donc, dans cette perspective, le genre est apparu comme une des formes de diversité, à partir de laquelle des actions de formation se sont développées. À la demande des étudiants de l'époque, donc début des années 2000, nous avons constitué un groupe non mixte, j'insiste, groupe non mixte, pour approfondir une réflexion sur la place des hommes en crèche. Alors cette initiative a fait l'objet de beaucoup de questionnements importants, c'est-à-dire celui de savoir pourquoi mettre en place un dispositif non mixte. Constituer un groupe non mixte avec uniquement des hommes ne remettait-il pas les hommes sur le devant de la scène, reproduisant finalement les rapports d'inégalité de genre? Pourtant, ce dispositif, assez court dans le temps, a permis de faire émerger des questions jusque-là restées implicites ou peu exprimées. Et ce dispositif a permis de créer un besoin collectif pour l'ensemble des étudiants et des étudiantes d'introduire les questions de genre dans les contenus de la formation des éducateurs de jeunes enfants. Et donc ma proximité avec les étudiants hommes, en faible nombre, a contribué à me conférer un statut de porte-voix et à m'inciter à poursuivre un travail de recherche en créant des dispositifs au sein de la formation et au sein des contenus de la formation dont j'avais la responsabilité. Donc j'ai notamment expérimenté un groupe mixte d'étudiants pour travailler la dimension du positionnement et de la posture en équipe. Alors mon expérience dans le suivi des étudiants hommes en formation d'éducateurs de jeunes enfants m'a permis d'identifier leurs difficultés d'intégration, d'appréhender les résistances et les ambivalences du secteur, à leur présence, et de réfléchir à la construction de dispositifs pédagogiques visant à les soutenir dans leur parcours d'études. C'est comme ça que je vais m'arrêter sur la création d'un support pédagogique qui s'appelle Images et mots, et je vais m'arrêter un petit peu plus là-dessus pour vous expliquer comment est né en fait ce support. Donc, l'objectif principal de ce support était de permettre un travail sur les représentations du genre et de la mixité dans l'éducation des jeunes enfants.
Alors, après les premiers dispositifs mixtes constitués au sein de la formation avec les étudiants, il m'a semblé indispensable de solliciter directement des professionnels de terrain pour faire travailler les étudiants sur leur représentation genrée. Donc j'ai constitué un groupe mixte avec 4 femmes et 3 hommes. Et ce groupe était constitué d'anciens étudiants qui avaient déjà travaillé dans nos premières démarches en groupe non mixte, et d'autres professionnels exerçant dans des contextes institutionnels diversifiés. Donc cette recherche-action a duré 3 ans, de 2006 à 2009, avec 12 séances de 3 heures en groupe, et puis des moments sur les terrains professionnels où les professionnels allaient filmer et prendre des photos. Donc, il y a eu alors ce support est inspiré des travaux de photolangage, donc des psychologues. Hein. Donc, les psychologues ont travaillé dans les années 1960 des constructions de scénarios avec des images. Et il nous est apparu très important pour travailler la mixité de pouvoir avoir recours justement à ces photos, à ces images, puisque c'est une méthode qui a permis et qui permettait en fait aux adolescents de pouvoir dire, de pouvoir parler des choses. Et on sait bien que les professionnels de la petite enfance ont du mal à rendre audible, à rendre dissible leur travail au quotidien. Donc nous avons créé donc 700 photos, 700 images ont été prises sur les terrains. Et donc l'idée, c'était de construire un scénario d'une 60aine d'images qui représentaient l'activité quotidienne en crèche, bien entendu, en montrant la dimension de la mixité. Donc l'outil, le support, donc, est constitué d'une soixantaine de 60 photos, 62 maintenant, mais il y en avait 60 en tout cas au niveau du scénario, avec 3 thématiques. D'abord, la thématique autour du rythme, rituel et vie quotidienne, hein, qui concerne finalement les principales activités du CARE, hein, destinées à construire des repères spatio-temporels stables. Donc la question de l'accueil, la question des repas, la thématique du sommeil et la thématique des soins. Donc sur chacune de ces thématiques, eh bien, il y avait une volonté de pouvoir mettre autant d'hommes que de femmes, de filles que de garçons. Donc ça a été un gros travail effectué par l'ensemble du groupe. Une deuxième thématique qui portait sur la question du ludique au sens large du terme, qu'on a intitulé « Jeux, développement et compétences », avec 25 photos, 25 images qui concernaient la sensorialité et la motricité, l'expression et la créativité, le langage et le symbolique, l'imitation et la socialisation, et l'attachement et l'exploration. Donc, cette expérience collective de création d'un support de formation a été la première étape de ma pré-enquête de thèse autour des représentations et des pratiques des éducateurs de jeunes enfants. Et donc ça m'a amené aux enjeux d'égalité dont les expressions renvoyaient à la complexité du champ socio-politique en France. Mais le support Imagemo, fabriqué pour repérer le travail quotidien en crèche, s'est avéré une médiation très intéressante pour introduire les questions de genre dans la formation et dans les contenus de la formation initiale et continue des éducateurs de jeunes enfants. Alors j'ai oublié la troisième thématique, environnement et lieux sociaux, relation avec l'environnement, relation avec les familles, moins utilisé mais tout aussi intéressant. Bien, alors à partir de cette première recherche-action, qui était finalement une recherche-action, et en lien avec mon itinéraire universitaire, j'ai construit mes explorations conceptuelles dans 3 directions complémentaires. D'abord, en psychodynamique du travail, donc c'est Christophe Dejour, qui a analysé notamment le rapport entre le sujet et sa tâche, et il a montré la centralité du travail pour la santé mentale des personnes. Il insiste sur le pouvoir du travailler, hein, donc le travailler dans sa forme substantivée, hein,
en tant que promesse, promesse d'élargissement, promesse de sa capacité d'agir, promesse de son développement, du développement de son intelligence. Nous sommes plus intelligents après l'expérience du travail, mais aussi promesse finalement de la transformation de la société. Avec l'expérience du travail en crèche, on construit un mode d'être au monde centré sur l'attention et la disponibilité vis-à-vis d'autrui. Ça permet d'élargir ces registres de sensibilité spécifiques, on l'a dit ce matin, et ça conduit à expérimenter des formes de coopération nécessaires pour faire face aux difficultés inhérentes à ce travail humain. Un travail humain inestimable, aurait dit Jean Houry. Deuxième champ théorique investigué, la sociologie du genre. J'évoquais tout à l'heure les travaux de Liane Moser. Donc ça m'a permis d'interroger ou de réinterroger le paradigme de la relation mère-enfant comme modèle exclusif favorisant le bon développement de l'enfant, puis d'étendre la définition du travail à l'ensemble des activités humaines, travail bénévole, travail militant, travail domestique, et enfin de construire une posture épistémologique singulière. Alors dans le cadre des... il y a eu un certain nombre de séminaires qui ont été mis en place par le laboratoire Experis dans les années 2010, portant sur la reconceptualisation de la petite enfance. Et donc les travaux de la sociologue Liane Moser ont remis en question la construction des normes standardisées, uniformisantes, visant à ériger le modèle statistique de l'enfant moyenne, celui des ouvrages experts de la société dominante. Et les travaux de Liane Moser cherchent à cartographier, selon ces termes, les forces de désir de l'enfant à travers ce qu'elle nomma le devenir enfant. Donc sa thèse décrit l'évolution et la portée socio-historique de l'avènement des crèches parentales à la fin des années 1960, intitulée « Le printemps des crèches », qu'elle considérait alors comme la première révolution de la petite enfance, la crèche égale étant issue de ce modèle. Et enfin, les travaux de Pascal Molinier, qui revisitent ceux de Christophe Dejour, du côté des travailleurs et des travailleuses subalternes, à partir des études de Kerr. Donc, ça a été la source d'inspiration principale pour initier et assumer un décalage vis-à-vis de mes référents interprétatifs initiaux. Donc, ces travaux m'ont amené à envisager le travail de Kerr au-delà du féminin et du maternel, selon ces termes, autrement dit, comme des pratiques de travail qui ont une dimension éthique et politique. L'usage et le déploiement heuristique de la perspective de Kerr a permis également de restituer la part d'ambivalence dans les situations de travail en crèche, des situations toujours marquées par l'incertitude, l'indécision et parfois même l'imprécision. Mon travail de recherche est donc proposé de poursuivre l'étude du travail de Kerr, et cela du point de vue des hommes, certes peu nombreux, hein, tout à l'heure on disait 1,2% en Suisse, on est à peu près pareil en France, hein, mais dont l'expérience était source de réelles transformations des pratiques éducatives et sociales. Qu'en était-il du travail de Kerr au masculin pluriel ? Alors, le cheminement dans la démarche de chercheur, il faut que je regarde l'heure parce que... C'est 17h, hein, je crois, c'est ça. Alors, le cheminement dans la démarche de chercheur s'est construit progressivement, vous avez compris, par l'entrecroisement d'expériences professionnelles significatives dans le champ de la petite enfance en tant que JE, puis dans celui de la formation, et enfin d'apports académiques dans des champs théoriques pluridisciplinaires. Donc ma réflexion s'est donc finalement concentrée sur la question centrale suivante. Dans une perspective de Kerr, quelles sont les contributions de la mixité femmes-hommes en crèche, à l'éducation des jeunes enfants, au travail des professionnels et aux parents? Donc avec les trois acteurs, les professionnels, les parents et les enfants. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques résultats significatifs. Alors, de par la construction empirique de cette recherche, les résultats portant sur les apports de la mixité sont développés sur le premier terrain, donc la crèche égale, hein, dont je vous parle, donc qui s'inscrit finalement en objet témoin
Les deux autres terrains, dont je ne pourrais pas parler aujourd'hui, en situation de non-mixité, ont conforté par défaut les enseignements du premier terrain. Alors donc, 15 ans après avoir travaillé au sein de la crèche égale, j'ai effectué dans cette crèche, entre novembre 2016 et janvier 2018, 8 entretiens individuels avec des hommes et des femmes travaillant ou ayant travaillé dans l'établissement depuis sa création, 1971. Donc on a là 50 ans d'histoire. L'objectif principal était de repérer quelles étaient les représentations de travailleurs de la petite enfance ayant exercé en contexte de mixité. C'est donc un terrain d'enquête privilégié, je le disais, un terrain témoin pour appréhender le travail de care réalisé par un personnel mixte. Donc j'ai utilisé la méthode Photo Elicitation Interview qui permet d'orienter les échanges en s'appuyant sur les pratiques des acteurs. La photographie est utilisée comme support de l'entretien et permet un va-et-vient entre les représentations de l'interviewé, les anecdotes qu'elle permet et le chercheur. Lors des entretiens, la question de départ était la suivante. Selon vous, à la crèche égale, la mixité favorise-t-elle l'égalité ? Ensuite, à partir de cette question initiale, je leur présentais les différents corpus que je vous ai montrés tout à l'heure, d'images thématisées, et je leur demandais d'en choisir une expliquant les raisons de leur choix et en donnant des exemples significatifs. Donc, j'évoquerai les apports principaux de cette mixité femmes-hommes en crèche. Et donc, premier rapport, premier élément de résultat, la mixité femmes-hommes dans une perspective de care permet la subversion des normes et des assignations de genre, et ce pour tous les acteurs. Alors d'abord, du côté des professionnels, la recherche montre que la mixité dans le travail de care permet de documenter des formes plurielles de masculinité, soutenant ainsi que la masculinité, à l'instar de la féminité, est une construction sociale. Les hommes travaillant en crèche développent, comme les femmes, les mêmes appétences pour le registre du sensible, les mêmes compétences d'attention et de disponibilité, les mêmes réponses aux besoins du milieu en termes de soins, de soucis et de sollicitude. La mixité permet de développer une masculinité créatrice, selon les termes de Pascal Molinier, des masculinités marginales, selon les termes de Raymond Connell, ou des masculinités hétérotopiques, selon les termes de Mara Viveros-Vigoya. Cette masculinité hybride au travail, prenant en compte les affects, les émotions et le corps, montre, et là je recite Vigoya, que chacune et chacun n'est pas obligé de suivre les destins du genre et peut proposer d'autres façons d'être un homme ou d'être une femme. Fin de citation. Autrement dit, les façons de vivre le genre ne sont ni naturelles ni nécessaires. La mixité, dans le travail de care en crèche, devient un levier pour expérimenter et vivre la distinction entre masculinité et virilité. Alors je vous propose maintenant quelques exemples. J'aime beaucoup montrer des exemples avec des verbatims des interlocuteurs. Et donc je vais commencer du côté des professionnels. Donc, sur les 5 images, je vous donne aussi en lien avec le cadre de recherche. Donc, sur les 5 images proposées sur le thème des soins et des changes, 6 des 8 personnes interviewées ont choisi cette image, donc cette image d'un homme en train de changer une couche. Et Alexis donc, a choisi cette photo par rapport à sa condition d'homme. Donc, Alexis qui est arrivé dans la crèche il y a 1 an, donc 1 an d'ancienneté, donc tout jeune professionnel dans cette crèche, et il dit la chose suivante. Par exemple, et ça rejoint aussi ce qu'on disait ce matin, l'intonation de la voix. J'en joue, moi, en tant que professionnel. Le fait de poser ma voix physiquement, corporellement. Je suis un homme, j'utilise mon corps. Mais tout est relatif. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas avoir une part de féminité en nous. Comme il y a des femmes qui peuvent avoir une part de masculinité. On peut être différent selon les moments, c'est complémentaire. Cela s'imbrique. Donc le récit d'Alexis insiste sur l'importance du corps qui capte et joue des manières différentes d'exercer le care sans en connaître pleinement l'origine.
Le corps, donc, dont il n'est pas celui de la donc ce corps-là n'est pas celui de la biologie, mais celui qui s'éprouve affectivement, qui est engagé dans la relation à l'autre, à partir de répertoires techniques, les techniques au sens de Marcel Mauss. L'usage de ces techniques du corps dans le travail de Care est difficile à identifier et à exprimer, ce qui fait finalement dire à un auteur comme Hamilton que nos corps en savent plus qu'ils ne peuvent le dire. Alexis souligne comment sa place d'homme dans une équipe mixte en crèche a pu modifier, ajuster, affiner son propre style d'être dans le travail de Care. Il indique que son corps est pleinement mobilisé dans ce travail vivant. Au final, les activités du Care dans la vie quotidienne en crèche, le repas, le sommeil, les soins, etc., mobilisent psychiquement dans une dimension à la fois technique et affective. Deuxième exemple du côté des professionnels, là c'est quand j'ai montré les photos autour du sommeil en crèche, donc 4 des 8 personnes de la crèche égales ont choisi l'image d'un homme dans un rôle d'accompagnateur à l'endormissement d'un jeune enfant dans un lit à barreaux. Donc là c'est Samir que je vais vous laisser lire et écouter. Donc il raconte son premier endormissement d'enfant. Alors ça fait 15 ans qu'il est là, mais il raconte sa première expérience d'endormir un enfant dans un contexte d'intégration progressive de l'équipe. Il fait notamment référence à sa culture, et c'est assez intéressant. Donc je le cite, il s'appelait Christian, il avait énormément de difficultés à s'endormir, il avait beaucoup d'eczéma. Tous les collègues avaient essayé, mais personne n'y arrivait. Je me suis proposé pour l'endormir, l'équipe a accepté. Je me suis retrouvé avec lui dans le dortoir, il pleurait, il criait. Il avait son eczéma qui le grattait et il transpirait. Je l'ai pris dans les bras et j'ai commencé à le tapoter pendant un long moment. C'était dur. Et tout à coup, il s'est calmé. Je l'ai posé dans le lit et j'ai continué à lui tapoter les fesses dans un rythme continu. Parce que dans notre culture à nous, souvent, pour endormir les enfants, on les tapote. C'est comme les battements du cœur et cela les apaise. Je me souviens bien, je tapotais. Et je commençais à avoir la crampe. Et puis, au fur et à mesure, je tapote de plus en plus doucement, puis je m'arrête et je maintiens ma main sur son corps pour qu'il sente une présence. Ma main porte une empreinte sur son corps et doucement, je l'enlève quand je sens qu'il est endormi. Samir a pu expliquer et transmettre à ses collègues ce savoir-faire pour endormir cet enfant. Ayant utilisé cette technique de tapotage, après l'avoir expérimentée dans son enfance, il a considéré cette situation comme une victoire personnelle qui lui a permis de dire « les hommes sont capables d'endormir les jeunes enfants ». C'était important pour moi, disait-il, d'être reconnu au début quand on travaille en crèche. Je peux remarquer que l'utilisation des techniques du Maghreb, qui ne sont pas habituellement utilisées par les hommes, montre la possibilité de décaler le système de genre. Samir s'autorise à faire ce qu'il a vu faire et qui était tabou pour les hommes. Il raconte aussi qu'il n'avait pas le droit de faire la vaisselle, cette activité est restant assignée aux femmes. Il avait eu une gifle par son père parce qu'il voulait faire la vaisselle. À la crèche égale, il s'autorise à endormir un enfant. Pour lui, le travail à la crèche vient donner un support matériel à la transgression de genre de la loi patriarcale. Le travail de Care n'est pas genré, même si le désir de transgression de l'autorité appartient aux différences de genre. Donc, dans cette situation d'accompagnement à l'endormissement, un travail émotionnel en profondeur est réalisé. Donc, c'est les travaux de Hochschild, le sociologue. Ils doivent établir une sérénité propice intérieure, propice à l'endormissement de l'enfant dans une forme de contagion émotionnelle. À travers les différentes pratiques mobilisant un accordage corporel, à travers les bercements, le corps à corps, les tapotages, le toucher, etc., je constate qu'il s'agit de compétences véritablement incorporées. Celle-ci renvoie à la métisse grecque, une intelligence rusée liée au corps et qui se concrétise dans une ficelle de métier, poser la main sur le corps de l'enfant ou sur la tête, etc. Ces compétences professionnelles et aussi familiales appartiendraient au registre d'une technique de présence à l'autre qui prendrait des formes différentes en fonction du genre, de la socialisation primaire, de l'histoire ou de la formation.
Ces récits du quotidien en crèche peuvent être considérés comme des mises en scène incarnées du care, selon Hamilton, sous forme de posture, d'expression faciale, de tonalité de la voix, du toucher, du mouvement, le tout formant des habiletés et des expériences singulières. Dépassant les enjeux de genre, les pratiques de care ont été utilisées du fait de leur efficacité dans le contexte de la prise en charge de l'enfant. Donc nous avons vu les professionnels, nous allons maintenant aller du côté des enfants. Donc la recherche montre bien évidemment que la mixité en crèche favorise une éducation au care des filles et des garçons, les encourageant les uns et les autres dans leurs potentialités diverses et répondant à leurs besoins respectifs, même ceux les plus atypiques. Les filles expérimentent des jeux physiques et stimulants, construisent des interactions mixtes marquées par un plaisir partagé avec les garçons et investissent l'ensemble des espaces de la crèche, favorisant une motricité libre. Les garçons, quant à eux, s'engagent dans des activités symboliques de care, s'identifient aux hommes de la crèche qui prennent soin d'eux et sollicitent dans leur famille l'achat de jeux contre-stéréotypés, dépassant ainsi les assignations de genre. À l'âge où les jeunes enfants commencent à classer et à catégoriser, la mixité en crèche offre les moyens pour assouplir la construction des identités de genre, en même temps qu'elle permet de faire émerger ce que Carol Gilligan nomme la voix étouffée du care des garçons. On en parlait un petit peu ce matin. Alors, quelques exemples. Sur les 5 photos portant sur le thème de la sensorialité et de la motricité, 6 des 8 personnes ont choisi la photo d'un homme allongé sur le sol avec 2 enfants sur lui, comme vous voyez. Les autres autour de lui. Il y a même une mère, comme vous voyez, tout au fond, en train de les regarder. Donc les personnes ont choisi cette image comme représentation d'une réalité vécue au sein de la crèche. Donc Samir justifie cette posture comme une singularité masculine. Cette pratique des jeux moteurs à même le sol avec les enfants incombe spécifiquement aux hommes et renvoie au rapport au corps, à la manière dont l'adulte mobilise son corps dans le travail. Donc je vais vous lire ce que nous dit Samir. Allongé sur le tapis avec les enfants sur moi, en train de sauter, ce sont des enfants avec qui on fait des acrobaties. Un papa ou une maman qui regarde au loin en souriant, qui voit l'enfant content et qui prend le temps de regarder cette scène avant d'aller récupérer son enfant. Ce sont des pratiques masculines. On porte, on lance cette excitation. C'est de la psychomotricité avec des rigolades, on tombe par terre sans vraiment se faire mal. J'en ai sur moi et on rigole ensemble. C'est plus une pratique masculine. Dès le début, j'ai pu le faire, je fais la balançoire, le toboggan. Je suis complètement dans le jeu, mais je n'ai jamais vu une collègue femme qui s'autorisait à faire cela. Il y a une certaine tenue à avoir, une certaine retenue. Si on est une femme, on ne va pas tenir une jambe en l'air, on ne va pas avoir de posture biscornue. Moi, je le fais avec aisance et facilité. Et les parents, quand ils voient cela, ils prennent vraiment le temps de regarder. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde y trouve son compte. Conformément aux stéréotypes, le corps en mouvement est finalement mieux accepté et mieux toléré pour un homme que si une femme se mettait au sol. Mais selon Samir, la mixité a pu autoriser aussi ses collègues femmes à faire de même. L'expression « tout le monde s'y retrouve » renvoie à la dimension du plaisir et du désir de la rencontre avec l'autre. Ce qui compte est la présence qui permet à l'autre d'advenir comme sujet. L'approche égalitaire, dans la posture horizontale des adultes, vis-à-vis des enfants, il est couché au sol, est ici opposée à celle de la présence d'une estrade dans les écoles, on évoquait la différence, qui soutient la position d'autorité. À la crèche égale, la conception éducative centrée sur la liberté de l'enfant engage une proposition en termes d'aménagement spécifique des espaces. La préoccupation éducative ne semble pas orientée vers des enjeux d'autorité, mais davantage vers une responsabilité globale pour trouver les conditions d'aménagement optimum pour les jeunes enfants. Alors, autre exemple, sur les 5 photos proposées sur le thème de l'imitation et de la socialisation,
Donc ça correspond aux diverses activités symboliques domestiques avec des filles et des garçons. Il y a 2 photos significatives qui ont été choisies par les 8 personnes. La première photo montre donc un garçon jouant à la dinette dans un évier. Donc les activités de socialisation offrent un espace de jeu propice à une reconfiguration des normes de genre. Samir indique beaucoup jouer à la dinette avec les filles et les garçons. Il décrit la scène suivante. Ils prennent l'assiette, ils prennent le poulet, ils le mettent dans le four. Ils sont dans l'imitation, car nous, à la crèche, on fait la cuisine aussi. Oui, alors je vous expliquerai aussi, les professionnels mangent au sein de la structure. On y reviendra tout à l'heure s'il faut. Les hommes comme les femmes préparent le repas pour les collègues. Souvent, les enfants sont à la fenêtre qui donne dans la cuisine et ils nous regardent en train de faire la cuisine et me demandent ce que je fais. Je leur réponds que je suis en train de préparer à manger pour les collègues. Ce plaisir à imiter l'adulte encourage l'enfant dans toutes les tâches réalisées par l'adulte. Il peut plus facilement s'engager dans des activités domestiques quotidiennes dans la mesure où elles sont partagées et donc partageables entre les femmes et les hommes. Alors Fabrice, 15 ans aussi d'ancienneté, précise, l'année dernière, les enfants nous voyaient faire le ménage et tu sentais qu'ils avaient envie de faire comme nous. Donc nous avons acheté des petits balais et en fin de journée, quand il en restait 2 ou 3, on les sortait et ils jouaient à faire le ménage. Le petit Issa partait souvent le dernier. C'était son petit rituel. Quand nous lui donnions le balai, il savait que c'était la fin de la journée. La maman me dit que maintenant à la maison, Issa passe toujours le balai. Je trouve ça génial. Donc, en faisant l'expérience du travail de ménage quotidien, les professionnels de la crèche ont proposé d'en faire un jeu ritualisé au sein de la famille. Faire le ménage à la crèche ne peut pas être ici considéré comme une tâche rébarbative, une corvée domestique dont il faudrait se dispenser. Il est considéré comme une activité ludique, investie par l'adulte et par l'enfant dans une fonction socialisatrice, reconfigurant les normes de genre. Permettre que les garçons s'octroient le droit de jouer à la dinette et les filles s'octroient le droit de jouer aux voitures constitue une responsabilité qui incombe aux hommes et aux femmes. Finalement, une structure de la petite enfance mixte est un lieu qui favorise la présence de modèles différents auxquels les filles et les garçons, indépendamment de leur sexe, vont pouvoir s'identifier. Alors sur ce même thème de l'imitation et de la socialisation, une autre photo a été choisie par 4 professionnels. Elle montre une activité lavage de poupons par 3 enfants. Donc, tandis que la fille est en train d'essuyer le visage de sa poupée, le garçon est en train d'essuyer son propre visage, tandis que la 3e le regarde. Donc cette scène cherche à mettre en scène un jeu d'imitation et d'identification entre les filles et les garçons autour du bain et du lavage des bébés. Alors, Alexis, donc c'est celui qui est arrivé il y a seulement 1 an, semble ne plus avoir à justifier une place d'homme dans une activité contre-stéréotypée. Il expose le choix de cette image, montrant des enfants en train de prendre soin des poupons. Il parle de sa propre expérience concrète au milieu des enfants et du plaisir qu'il a pris dans cette activité. Je suis allé les voir et nous avons échangé sur comment on portait les bébés. J'ai fait un travail sur les gestes autour du bébé, sur l'endormissement. Quelle chanson on peut lui chanter, comment on le berce, comment on le prend, comment la tête est calée, comment on le change, comment on le nettoie. Cela a duré un beau moment. J'apportais des bébés à chacun. Il y en a qui avaient choisi un nounours, c'était drôle. J'ai bien aimé. Il avait un bébé, il voulait l'investir, l'habiller. On va mettre des gestes réfléchis. Au début, ils ne prenaient pas le bébé comme je le faisais. Mais après nos échanges, ils essayaient d'y faire attention. Le geste était devenu attentif. Construire un rapport d'attention. Il y avait un enfant qui tenait son poupou par les pieds. Je lui disais en rigolant « Ah, c'est bizarre, il ne doit pas trop nous voir s'il est à l'envers. » J'aimais bien l'idée d'investir l'enfant et d'en prendre soin. Quand il y a des enfants qui ont des petits frères ou des petites sœurs, cela peut venir les interpeller. Le faire par des gestes ludiques, c'est aussi faire attention à son voisin, à son camarade, à son frère. C'est le côté prendre soin.
Dans cet exemple, Alexis montre comment il met en place un jeu symbolique avec un petit groupe d'enfants autour des poupées. Imitant des scènes de la vie quotidienne, il invite les enfants à prodiguer des gestes d'attention à destination de leurs poupées. Ce récit d'une interaction ludique montre comment un homme en crèche pouvait investir une activité de care et comment il pouvait transmettre cette expérience aux enfants en leur apprenant à leur tour, par le truchement du jeu symbolique, à être attentionnés vis-à-vis des plus petits et des personnes vulnérables. Les enfants socialisés dans un environnement mixte peuvent associer le care au masculin comme au féminin et développent des formes d'empathie nécessaires au développement émotionnel. Cette figure identificatoire est d'autant plus importante pour les garçons, ceux pour qui l'impératif social de devenir de vrais garçons est particulièrement lourd. Enfin, subversion des normes et des assignations de genre du côté des parents. Donc, la recherche montre que la mixité prend des formes nouvelles de participation démocratique à la vie de la crèche, la négociation collective des places en assemblée générale, la construction d'une horizontalité dans les relations quotidiennes, l'implication dans les temps conviviaux, la dilution des frontières entre les professionnels et les parents créent une communauté éducative partagée et permettent de construire une responsabilité éducative relationnelle partagée. Dans ce contexte, la mixité permet aux mères de rendre visibles les relations ludiques avec leurs enfants, rompant ainsi le cantonnement aux assignations de prise en charge des besoins vitaux. Elles partagent davantage leurs prérogatives concernant des activités qui leur sont socialement dévolues. Et du côté des pères, la mixité leur a permis de développer des qualités d'écoute et d'empathie, de repenser les modalités relationnelles avec leur enfant et d'apprendre à investir les soins du corps et l'expression de leurs émotions. Alors, quelques exemples là encore. Donc, sur les 5 images relatives au thème de l'accueil, 4 personnes ont choisi une image montrant un homme en train d'accueillir un père et son enfant. Alors, Fabrice évoque comment la mixité instituée au sein de la crèche égale n'a pas transformé outre mesure son identité masculine. Le regard qu'il porte sur lui-même et sa posture au sein de la crèche égale montre comment il a développé un positionnement ordinaire. Il se rappelle la circulation libre des parents durant les temps d'accueil et de retrouvailles en évoquant les contenus particuliers des échanges. Les pères qui entrent de façon spontanée dans la crèche peuvent s'autoriser à se poser et à parler de tout. La crèche est aussi un espace de vie où on peut parler d'autre chose que de l'enfant. Il explique. Je revois mon collègue en train de discuter avec des papas mécaniques, bricolage, quelque chose de complètement annexe. Et pour moi, ça a autant d'importance que de partager aussi ce que l'enfant a pu vivre. On accueille aussi le parent par rapport à ce qu'il est, à ce qui l'intéresse. C'est une autre porte d'entrée pour discuter pendant que l'enfant finit de jouer, finit de clôturer son espace de transition avant de repartir avec son papa. L'expérience du premier accueil est significative. Les premières rencontres entre les parents et les salariés de la crèche égale sont fondées sur la mise en confiance et l'explication du fonctionnement associatif de la structure. Les premiers mots prononcés par un membre de l'équipe se font sur le mode du tutoiement pour signifier d'emblée le rapport non hiérarchisé avec les parents et la place privilégiée qui leur est accordée. Historiquement, la crèche égale a réalisé une rupture avec cette tradition hygiéniste en développant une forme de coéducation. Alors, sur les 5 images proposées sur le thème du travail avec les parents, 5 des 8 salariés d'Égale ont sélectionné une image représentant une sortie carnaval avec les parents et les enfants. À la crèche égale, les pratiques éducatives en direction des adultes se réalisent de manière participative avec les parents. Ceux-ci sont régulièrement sollicités pour apporter leur contribution lors des sorties ou des temps conviviaux.
Alors David avait choisi cette photo pour montrer la difficulté à faire participer les pères à la vie de leur enfant. Il insiste sur le fait que la mixité femmes-hommes favorise la mixité dans la prise en charge de l'enfant au sein de sa famille. Quand on arrive à faire entrer un père dans une crèche où il y a aussi des hommes, on le disait un petit peu ce matin, cela lui montre que c'est possible. Selon lui, la présence d'hommes en crèche est un levier pour une meilleure participation des pères au sein de la crèche. Bon, Alexis et Fabrice avaient aussi choisi cette photo en termes de différences générationnelles, sociales et culturelles. Il insiste sur la crèche comme un espace intermédiaire de transmission de la solidarité familiale qui construit et qui élargit la communauté éducative. Donc, sur les 5 images proposées portant sur le thème du travail avec l'environnement, 4 des 8 personnes ont sélectionné cette image représentant une sortie luge avec des hommes, avec un homme et un petit garçon. Donc Samir a sélectionné cette image pour évoquer cette sortie annuelle. Donc il y avait une sortie annuelle qui permettait une convivialité. Ce sont des moments de partage avec les parents et les enfants. On sort de la crèche, c'est le lieu où se révèlent les personnes. On voit les parents dans une autre posture et cela crée énormément de liens entre les personnes, avec les parents et dans l'équipe. On rigole et cela rapproche. Ces moments de convivialité sont fréquents à la crèche égale. Ils rythment et mobilisent le temps et l'énergie des adultes pour la préparation et l'organisation de ces moments festifs. Parfois, ces moments favorisent des découvertes pour les parents qui n'ont pas forcément l'habitude de sortir, comme dans l'exemple donné par Jean-Pierre, qui fait part d'une anecdote avec une mère et son enfant qui découvraient pour la première fois la luge. Voici ce qu'il nous dit. C'était un moment particulier de découverte de la neige pour les enfants et pour les adultes. Je me souviens d'une femme irakienne habillée de noir et qui avait voulu accompagner son enfant. Elle était d'accord, mais elle n'avait pas d'équipement. Il a fallu lui trouver des bottes. Et après, elle a découvert la luge en même temps que sa fille, en riant. C'était une image merveilleuse. Elle riait. Je pense que la crèche a permis d'ouvrir ce moment-là aux parents. On ne connaissait pas bien son histoire, mais elle était étudiante à la fac. On était content que ça lui permette de voir la neige. En rigolant, on se disait que sur la neige, on ne pouvait pas la perdre. Mais elle était adorable. On s'est marré avec elle. Le récit de ce moment de convivialité entre les parents et les salariés de la crèche révèle comment s'organisent les relations entre les deux. Dans l'exemple proposé, l'aspect vestimentaire de cette mère, soulignant son appartenance religieuse, n'est pas l'objet d'une discrimination quelconque. Elle a pu participer à cette sortie et semble y avoir pris du plaisir. Je note dans les propos de Jean-Pierre, donc Jean-Pierre c'est celui qui a créé la crèche, donc voilà, 35 ans d'expérience dans la crèche. Donc, je disais que les propos de Jean-Pierre dit qu'elle est considérée comme petite, entre guillemets, comme une personne vulnérable dont il faut prendre soin. Les représentations stéréotypées sont ici neutralisées par le fait que dans cet espace de la crèche, la position du parent est envisagée comme une situation de vulnérabilité à prendre en charge. La crèche apparaît comme un espace social qui permet une rencontre entre des personnes de cultures différentes autour de la prise en charge des jeunes enfants. Cette ouverture à l'environnement et à l'accueil de la diversité engage dans un travail de rencontre avec la culture de l'autre qui développe des compétences interculturelles. Le deuxième élément de résultat en termes de mixité, donc là je change de registre, porte sur la déhiérarchisation du travail de care. Je regarde l'heure en même temps. Donc cette déhiérarchisation du travail de care permet dans un même mouvement une revalorisation de cette activité et d'une reconfiguration des rapports sociaux. Donc la mixité femmes-hommes en crèche conduit à une revalorisation du travail de care par l'intermédiaire de 3 choses spécifiques à cette crèche, la polyvalence des tâches, l'égalité salariale et l'absence de hiérarchie dans la décision. D'abord, la polyvalence des tâches permet à ce que chacun et chacune réalise l'ensemble des tâches afférentes au fonctionnement d'un EAJE.
les soins aux enfants, les activités ludiques, la gestion administrative et l'entretien des locaux. Cette polyvalence tend à changer les représentations du sale boulot dans la mesure où celui-ci est partagé. L'égalité salariale soutient ensuite ce changement de paradigme dans l'organisation du travail en neutralisant la valeur d'une tâche. Aucune tâche n'a plus de valeur qu'une autre. Et les différentes tâches s'intriquent les unes aux autres et forment un système global interdépendant. Ce fonctionnement, fondé sur la répartition égalitaire dans les tâches et dans les salaires, se constitue comme une alternative à l'organisation taylorienne du travail, de plus en plus prégnante dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Quant à l'absence de hiérarchie, conduit enfin à la limitation du pouvoir d'expertise par les diplômes, en s'appuyant davantage sur les savoirs profanes, les savoirs d'à côté ou les savoirs discrets. Cette absence de hiérarchie neutralise les luttes corporatistes entre les métiers, renforce la responsabilité collective dans les prises de décision et améliore la constitution d'une équipe centrée sur la prise en charge des enfants et des familles. La mixité, dans une perspective de CARE, traduit donc un véritable projet politique pour une organisation déhiérarchisée permettant de penser autrement les sciences du travail historiquement construite sur une épistémée virilo-capitaliste depuis la division scientifique du travail. Alors, en guise d'ouverture, de conclusion, éduquer les jeunes enfants dans le contexte contemporain de la société néolibérale, développant l'idée de performance et d'immédiateté, demande un positionnement éthique et politique qui prend la forme d'un travail émotionnel de patience. Ce travail de patience, souligné par l'ensemble des acteurs rencontrés, constitue la pierre angulaire du travail de CARE en crèche. Il réinterroge le rapport au temps, le rapport à l'agir, le rapport au savoir, le rapport à l'observation, le rapport à l'écoute, le rapport à la confiance. Ce travail de patience, qui n'est pas considéré comme un attribut féminin, mais comme une construction collective, s'appuie sur l'expérience quotidienne de la prise en charge des jeunes enfants, faite d'endurance émotionnelle et d'incertitude morale, mais aussi de plaisir et de souffrance dont l'équilibre se situe entre le jouer et le travailler. Alors, en guise de conclusion, je voulais juste faire référence à l'ouvrage, dernier ouvrage sur collectif de Pascal Molinier, Ibos, Daman et Paperman, vers une société, une politique de l'attention. Là, c'est plus finalement des doléances qu'on pourrait faire. 30% du personnel sont des hommes, donc en plus, 30% de places de plus en crèche pour les enfants, 30% de salaire en plus pour les travailleurs du CARE, 30% de diplômés en plus, ça c'est surtout pour la France, et 30% de congé paternité en plus. Ceci est-il une utopie? Non, c'est un projet politique. Et s'il faut aller vers la mixité, on y va sur le dos d'une tortue. Je vous remercie.